Bonsoir et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Parcoursup 2025, faites vos vœux. Les inscriptions sur la plateforme d'orientation ont démarré. On fait le point dans quelques instants sur les nouveautés avec nos invités. 100 petites conversations à avoir avec son enfant, c'est un sujet qui doit parler à bien des parents. En seconde partie d'émission, on reçoit l'autrice d'un livre sous forme de guide pour bien les mener, justement. Mais avant cela, on fait un point sur l'actualité d'éducation du jour avec Shirley Adelaide. Bonsoir Charlet. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On ouvre ce journal avec l'actualité politique. Nous sommes au lendemain du discours de politique générale de François Bayrou. Et bien que le Premier ministre ait fait des concessions à gauche en essayant de ne pas froisser la droite, eh bien la censure ou la menace de la censure n'a pas pu être évitée, Shirley. Et oui, fixer un cap devant une Assemblée nationale non majoritaire, c'est un exercice périlleux et il savait que la tâche n'allait pas être facile. François Bayrou a notamment annoncé que la réforme des retraites ne serait ni abrogée ni suspendue, mais remise en chantier avec les partenaires sociaux. Écoutez. Nous pouvons, j'en ai la conviction, rechercher une voie de réforme nouvelle, sans aucun totem et sans aucun tabou, pas même l'âge de la retraite, à condition qu'elle réponde à l'exigence fixée. Nous ne pouvons pas laisser dégrader l'équilibre financier que nous cherchons, ce serait une faute impardonnable contre notre pays. Les partenaires sociaux auront 3 mois pour se réunir et proposer d'autres mesures. Si aucune solution n'émerge, eh bien c'est la réforme votée par Elisabeth Borne il y a 2 ans qui s'appliquera. Voilà pour la réforme des retraites. Par ailleurs, François Bayrou était particulièrement attendu sur la question budgétaire. Il a très vite mis en avant le surendettement des comptes de l'État. Objectif cette année, ramener le déficit public à 5,4% du PIB. Pour ce faire, c'est entre autres un effort de 2,2 milliards d'euros qui sera demandé aux collectivités territoriales en 2025 versus les 5 milliards d'euros prévus initialement. François Bayrou a également appelé les députés à se ressaisir et adopter sans tarder les 2 budgets, celui de l'État et de la sécurité sociale. Parmi les autres mesures annoncées, il y a la volonté d'instaurer la proportionnelle pour les élections législatives et de revenir sur la question du cumul des mandats. Pas de remboursement de certains médicaments, une mesure du gouvernement Barnier que le Premier ministre a abandonné sous la pression du Rassemblement national qui assure ne pas voter la motion de censure, même si pour Jordan Bardella, à la tête du RN, qui s'est exprimé sur X, c'était un discours lénifiant, du bavardage et une allocution pour rien. La droite, quant à elle, maintient aussi son soutien au gouvernement. Et voilà. À gauche, en revanche, c'est la censure. À gauche, en revanche, c'est la censure. Oui, une motion qui a déjà été déposée hier par une partie des écologistes, des communistes et par les insoumis qui n'ont pas été convaincus par le discours de François Bayrou, notamment sur le budget. Le député insoumis Éric Coquerel était au micro de France Info. Il va y avoir un budget avec beaucoup de baisses de dépenses publiques dès cette année. Il annonce même un budget pour 2026 qui sera un budget de super austérité avec des privatisations. Donc c'est un discours dans lequel il n'y a rien. Et un discours dans lequel il n'y a rien, ça doit nous convaincre encore plus de le censurer. Le Parti socialiste, quant à lui, va censurer le gouvernement de François Bayrou demain s'il n'obtient pas des explications claires sur les retraites. Position défendue par Olivier Faure sur le plateau de 20h du TF1 hier soir. Pour le premier secrétaire du Parti socialiste, le Parlement doit être saisi de la question des retraites sur la base des propositions faites par les uns et les autres, accord ou par accord avec les partenaires sociaux. Le Premier ministre a-t-il davantage convaincu sur le volet éducatif, un volet qui nous intéresse tout particulièrement ici et dont nous n'avons pas encore parlé, Shirley? Eh bien, 7 minutes, c'est tout, qui auront été en tout consacrées à l'école sur 1h30 de discours. Et pourtant, François Bayrou, qui a lui-même été enseignant, affichait l'éducation comme une priorité à sa nomination à la tête de Matignon. Le premier défi du pays, a-t-il déclaré il y a 3 semaines quand il a fait du ministère de l'Éducation nationale, eh bien un ministère d'État. Non, durant ces 7 minutes, François Bayrou n'aura pas donné de détails sur la politique éducative qu'il souhaite mener. Nous n'en saurons pas plus sur le devenir de cette réforme du choc des savoirs, ni sur celui des groupes de besoins. Le Premier ministre a tout au plus regretté le niveau en mathématiques et en français des élèves, défendu la promotion de la lecture contre les écrans et insisté enfin sur la nécessité de repenser l'orientation des jeunes et notamment de la transition entre la fin du lycée et le début de l'enseignement supérieur. Parcoursup est une question, a-t-il déclaré.
Bon, très bien, donc on n'en saura pas plus. En revanche, on vous en dit plus, nous, sur Parcoursup. Étape clé aujourd'hui, c'est le début des inscriptions et de la formulation des vœux. Top départ pour les lycéens et lycéennes de France. 10 vœux à formuler parmi les 24 000 formations proposées sur la plateforme d'accès à l'enseignement supérieur. Les candidats ont 2 mois pour établir leur liste. Pour ce qui est du reste des étapes clés, un petit point rapide sur le calendrier. Le 13 mars prochain, ce sera le dernier jour pour formuler ses vœux. Puis le 2 avril, les dossiers devront être complétés. Le 2 juin, ensuite, débute la phase d'admission principale. Le 11 juin, c'est au tour de la phase d'admission complémentaire. Et à ce moment-là, il y a la possibilité de formuler 10 nouveaux vœux dans la formation où il reste des places. Et enfin, le 10 juillet, on accepte les dernières propositions d'admission. Ça, c'est pour la phase principale. Et pour la phase complémentaire, ce sera le 11 septembre. Alors, parmi les candidates, certaines pourront peut-être aller vers des filières scientifiques où elles sont malheureusement sous-représentées. Oui, il y a en effet une méfiance à l'égard des sciences qui a été révélée par de nombreuses études. Déjà, moins d'un tiers des filles tentent des écoles d'ingénieurs, par exemple, pour faire progresser ces chiffres. Certains établissements optent pour la discrimination positive. Et oui, l'école d'ingénieurs EPF, par exemple, a décidé d'ouvrir une voie d'admission 100% féminine en parallèle de la procédure normale. Et c'est inédit. Le recrutement est un peu différent avec une mise en situation, notamment des candidates. Ça reste sélectif, mais un peu moins compétitif. Les explications d'Emmanuel Duflot, le directeur général. Sur un sujet qui peut être technique, en groupe, on va regarder comment chaque candidate aborde le sujet, la capacité de synthèse qu'elle peut avoir, de propositions, d'innovation. Et ensuite, il y a un échange pour mieux comprendre les aspirations et mieux comprendre la personnalité de la candidate. Et l'objectif de cet établissement est passer de 35% d'effectifs de filles à 50% d'ici 3 ans. Au chapitre judiciaire à présent, quelques semaines après la fin du procès de l'assassinat de Samuel Paty, la sœur du professeur décédé attaque en justice la ville de Conflans-Sainte-Honorine. Oui, qui selon elle a manqué à ses obligations légales de sécurité sur son territoire. Selon Michael Paty, la sœur de Samuel Paty, le maire de la ville était au courant de la dangerosité des menaces qui pesaient sur le collège du Bois d'Aulne et sur son frère. Pour autant, il a délibérément refusé de mobiliser sa police municipale pour prévenir les risques bien réels d'incidents et d'attaques. C'est ce qu'elle a dit par l'intermédiaire de son avocate qui a annoncé avoir déposé un recours administratif en responsabilité. Dans le reste de l'actualité, des lycées trop vieux et mal isolés en Île-de-France. Plus d'un lycée sur 5 est vétuste dans la région francilienne où le personnel doit parfois se mettre en droit de retrait ou en grève pour assurer la sécurité des élèves et la leur, comme au lycée Paul-Éluard, le plus important de Saint-Denis, selon les informations du journal L'Humanité. Hier, c'était jour d'assemblée générale dans ce lycée pour faire le point sur les réponses apportées au mouvement du personnel. En grève lundi 6 janvier, jour de la rentrée, tout comme le personnel de 2 autres lycées, un à Épinay-sur-Seine, un autre à Neuilly-sur-Marne et un autre encore à Meaux en Seine-et-Marne. La raison de ces mouvements, des salles de classe où il fait parfois 6 degrés, des portes coupe-feu hors d'état de fonctionnement ou alors des fuites d'eau. Réaction de Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, de très nombreuses dégradations graves et volontaires sont commises par les élèves. Pour rappel, un plan d'urgence pour les lycées franciliens est en cours pour la période 2017-2027. Sur le volet écologie, direction Strasbourg, où des lycéens se penchent sur les enjeux de la décarbonation. Oui, dans cette classe dite à projet du lycée Jean Sturm, l'éducation à l'environnement va bon train. À raison de 2 heures par semaine et un samedi après-midi par mois, une vingtaine d'élèves de première réfléchissent aux enjeux de la transition énergétique, accompagnés par des intervenants professionnels, ateliers pratiques, cours magistraux, conférences hors les murs, voyages scolaires et même un documentaire dont ils sont en train de définir l'angle. Le tournage aura lieu fin janvier. On va suivre ça avec grande attention, Virginie. Et vous nous parlez d'un autre documentaire pour terminer. À quoi ça ressemble 5 années de préparation pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris pour des ados? Tout est raconté dans le documentaire de Nick Walters et Lou Marillier intitulé « Crois pas qu'on dort », documentaire qui dresse le portrait de 3 jeunes Parisiens, 2 filles et un garçon, Maïsan, Léna et Charles-Antoine. On les voit grandir, faire face aux difficultés
de l'adolescence et parler de tous ces sacrifices liés aux défis qu'ils se sont lancés. Représenter la France lors du plus grand rassemblement sportif mondial. Bande annonce. Un fou ne peut pas faire la course. Les familles Sébastien ont envie de nous battre pour eux. Des fois, la porte elle est fermée, il faut la défoncer. Quand tu viens d'un milieu populaire, il faut te battre plus. Je vous rappelle que l'objectif, c'est les JO de Paris. Mais j'adore. Belek marche avec nous. Nous retiens que les victoires. Faut prendre l'habitude de savoir se défendre. J'ai la police sur mes côtes, je peux perdre beaucoup de sang. Chaque jour j'évolue, faut pas que je redescende. On va se pousser, on va s'entraîner ensemble, on va grandir ensemble. C'est une vraie revanche sur le handicap, c'est une vraie revanche sur la vie. Tout ça, c'est grâce à mon coach. T'es plus la jeune fille de banlieue, enfant d'immigrés. Tu deviens Maïssa Leïna, membre de l'équipe de France. Quand tu y crois et qu'après tu perds, c'est dur. Dans ta tête, t'es une folle. Et ça tape, tu tapes. T'as capté ou pas? C'est le début de l'aventure. Tout peut se passer. Et oui, donc uniquement les 17 et 19 janvier prochains en salle. Si vous voulez le voir, il ne faudra pas rater le coche. En plus, les jeunes apprécieront la bande originale signée en partie par une de leurs idoles, le rappeur Tiakola. C'est génial, franchement, j'ai hâte de voir. Merci beaucoup, Shirley. Parmi les dates clés à retenir pour cette session Parcoursup 2025, il y a le 15 janvier, donc aujourd'hui. C'est aujourd'hui que des milliers de lycéens ont pu commencer à formuler leurs vœux et débuter le parcours d'orientation post-bac. Mais qu'est-ce qui change cette année? Quelles sont les réelles nouveautés? Quels sont les points à connaître? On en parle avec nos invités. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Jérémy Placereau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de Diploméo. Et également Étienne Porche qui est en Skype avec nous. Bonjour. Bonjour, merci. Mais nous sommes ravis. Vous êtes cofondateur et CEO des Sherpas. Alors, on va parler de Parcoursup aujourd'hui. La plateforme a ouvert le 18 décembre, mais c'est aujourd'hui que les lycéens ont pu s'inscrire pour commencer à formuler leurs vœux. Pas mal de changements cette année, évidemment, on va en parler. Mais avant cela, j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit hier le Premier ministre François Bayrou. Parcoursup, c'est une question, ce qui sous-entend un peu, en tout cas, c'est l'impression que j'ai eue, cela a mis l'idée qui pourrait revenir dessus car les élèves sont peut-être orientés trop tôt. Qu'est-ce que vous en pensez, Jérémy Placereau? Alors moi je suis pas du tout d'accord, je pense que les élèves ne sont jamais orientés trop tôt. L'orientation doit être vraiment mise au premier plan et doit être abordée dès le plus jeune âge. D'accord, mais la réaction, en fait, la citation de François Bayrou, est-ce que ça vous a interpellé? Oui, en fait, je pense que Parcoursup est beaucoup critiqué. Moi, à l'époque, c'était APB qui était également très critiqué, mais quand je vois aujourd'hui Parcoursup, je trouve que c'est une plateforme qui fonctionne. Qui fonctionne mieux, oui. D'ailleurs, c'est pour ça que assez vite, effectivement, Jean-Michel Blanquer a travaillé sur cette reformulation. Et quel est votre sentiment, Étienne Porche, sur cette idée que Parcoursup est une question? Je partage. Je pense que on s'orienterait effectivement jamais assez tôt. Enfin, c'est une bonne chose que les étudiants en fait soient poussés à réfléchir à leur parcours, à se poser des questions, parce que justement c'est un processus. L'orientation, on n'arrive pas en se réveillant un matin et en ayant des réponses toutes faites. En fait, ça se mature, et je trouve que les pousser à cette réflexion et les pousser à avoir en fait une construction consciente de leur parcours, c'est essentiel. Après, Parcoursup, je pense, comme tout système, est perfectible, mais clairement, par rapport à APB qu'on a pu connaître à l'époque, j'ai aussi connu APB, on est quand même sur quelque chose qui n'a rien à voir et qui est beaucoup mieux. Et je pense qu'il y a des améliorations qui peuvent encore se faire, et il y en a déjà eu aussi cette année. Donc pour moi, on est quand même sur un système qui s'améliore au fil de l'eau. Et la question, c'est, si on devait ne pas faire de Parcoursup, qu'est-ce qu'il y a à la place ? Pas grand-chose, quoi. En fait, il n'y a pas beaucoup d'autres options. Donc, je pense que jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est peut-être un peu facile, mais il y a certainement, en revanche, moyen d'améliorer le système existant. Et je pense que c'est quand même nécessaire de continuer à l'améliorer.
L'argument de dire que s'il n'y avait pas Parcoursup, qu'est-ce qu'on ferait parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre, je ne sais pas si c'est le bon, parce que là, ça ne nous pousse pas à se dire c'est forcément bien. Mais en tout cas, effectivement, vous ne remettez pas en question la plateforme. Philippe Baptiste, d'ailleurs, la ministre de l'Enseignement supérieur, non plus. Il a dit aujourd'hui qu'une quelconque refonte de Parcoursup n'était absolument pas dans les tuyaux. Justement, cette année, vous disiez que s'orienter plus tôt, c'est une bonne chose. C'est accessible dès la seconde ? Tout à fait. C'est accessible dès la seconde. La plateforme a ouvert le 18 décembre pour l'ensemble des jeunes. Là, c'est le grand jour aujourd'hui, le moment stressant. Il va falloir commencer à faire ses vœux. Moi, ma recommandation auprès des jeunes, c'est de s'y prendre tôt, de bien réfléchir à l'orientation. Pardon, je dis s'y prendre tôt parce que c'est important. On est d'accord que c'est pas parce qu'on est les premiers que nos vœux sont satisfaits. Non, pas du tout. Si on peut être le premier comme on peut être le dernier, il n'y a pas du tout d'impact là-dessus. C'est d'ailleurs un des gros changements également de la plateforme, c'est la transparence. En fait, on critique souvent l'opacité de la plateforme Parcoursup. Ouais. Et depuis cette année, il y a une nouveauté qui devrait beaucoup plaire aux jeunes et à leurs parents. C'est le fait de pouvoir avoir des critères de sélectivité. On sait justement, pour chacune des formations, quels sont les critères de sélectivité qui sont pris en compte. Et on a également accès à des statistiques sur le profil des candidats qui ont été sélectionnés au cours des 3 dernières années. Donc ça, c'est très intéressant. On va détailler chacun des points de vue, si vous voulez bien, en tout cas chacune des réformes. Mais la première, sur la seconde, donc l'orientation très tôt, est-ce que ça veut dire en seconde, donc faire un choix, déjà ? En seconde, on commence à s'informer. C'est juste une information ou c'est un choix? Parce que finalement, si la plateforme est là, ça veut dire qu'on va quand même émettre une orientation dessus. Les choix sont possibles à partir de la terminale. En revanche, la plateforme est ouverte plus tôt, de façon justement à ce qu'on puisse s'y balader, commencer à se renseigner et se poser des questions le plus tôt possible. C'est juste de l'information? Oui. D'accord. Ça veut dire que, par exemple, si on s'informe, l'algorithme ne va pas retenir les lieux où on s'est informé pour après, parce que vous savez, les tests compétitifs existent partout, donc je préfère autant en parler, pour se dire après, ça jouera dans ma présélection en terminale. Non, non, pas du tout. Là-dessus, il faut se rassurer. La seule chose qu'on peut faire sur la plateforme, c'est mettre des formations favoris, qu'on peut retrouver du coup au moment de la terminale, lorsqu'on doit faire des choix. Étienne Porche, pour vous aussi, s'informer en seconde, c'est pas trop tôt? Non, au contraire, c'est une très bonne chose, d'autant plus qu'en seconde, ils ont le choix des spécialités. Et un gros enjeu, justement, en fait, avec le choix des spécialités, c'est que jusqu'ici, parfois, certaines familles pouvaient dire oui, mais en fait, on veut prendre telle spécialité, mais on ne sait pas si pour les formations dans le supérieur, c'est le bon combo. Est-ce que cette spécialité-là, elle risque pas de me fermer des portes, etc. Et là, justement, avec ce qu'évoquait mon cher collègue, en fait, on va avoir de l'information qui va pouvoir ruisseler dès la seconde, et on va avoir justement des étudiants qui vont pouvoir faire des choix en conscience bien plus tôt et construire des parcours nettement plus cohérents. Donc en réalité, c'est vraiment quelque chose de très positif, et je pense en plus que le fait à la fois de savoir quel profil d'étudiants sont retenus, c'est une bonne chose, mais on va aussi avoir des informations qui n'étaient pas très disponibles jusqu'ici au niveau de l'insertion professionnelle. Ça va permettre aussi aux étudiants de savoir si la filière qui les intéresse est potentiellement un bon choix pour ensuite obtenir un emploi. Donc en fait, pour pouvoir vraiment construire un parcours d'études en conscience, en sachant évidemment les choix au niveau des affinités des spécialités, mais aussi ce qui peut se passer après. Donc on est sur une approche pour moi qui devient de plus en plus complète, et c'est bien pour ça que tout à l'heure je disais on n'a pas de meilleur système, et en l'occurrence ce système, je suis d'accord, je trouve personnellement, qui commence à atteindre une forme de maturité. Après oui, c'est sûr, des années où il a été perfectible, des années où il a été critiqué, mais là on arrive à un moment où Parcoursup commence à faire, je trouve personnellement, plutôt bien le travail. Alors, les nouveautés, on en parlait, l'opacité, effectivement, c'est un vrai sujet. Les formations ont désormais une carte d'identité, on appelle ça comme ça, répertoriant à la fois le statut de l'établissement, savoir s'il est public ou privé, le caractère sélectif ou non, la capacité d'accueil de la formation, l'éligibilité aux bourses et les labels de l'enseignement supérieur. En quoi tout cela va jouer sur la carte d'identité? Parce que, et je m'adresse à vous, Étienne Porche, on ne savait pas avant réellement à qui à s'adresser, en tout cas à qui on envoyait une demande. Alors si, on savait évidemment à quelle formation en fait on se faisait des demandes pour déjà des candidatures, c'est pour la première chose, mais là on a de l'information qui va être centralisée, déjà c'est important, il y aura moins besoin d'aller sur le site internet de telle formation, glaner des informations à droite à gauche, etc. Cette centralisation, c'est une bonne chose. Ça va aussi être mis sur des critères qui vont permettre la comparaison de manière plus facile entre les formations, et il y a aussi de l'information effectivement dont on disposait
de manière moins évidente, notamment les sujets d'insertion professionnelle. Là, normalement, ce qui est annoncé, c'est qu'on va avoir 75% des formations qui vont présenter ces informations dès 2025 et ça a vocation à s'améliorer d'année après année. Donc en termes de transparence pour les élèves et pour les familles, en fait, ça va vraiment aussi permettre de prendre des choix en conscience. Lorsqu'on a la possibilité, Jérémy Plastreau, de positionner son profil effectivement dès la seconde, est-ce que ce ne serait pas intéressant d'avoir une carte d'identité inversée, à savoir voilà ce qui je suis, voilà ce qui m'intéresse, mes centres d'intérêt, là où je suis fort, là où je suis perfectible, là où en tout cas j'ai envie d'aller, les formations qui vraiment me passionnent, et donc du coup avoir cet algorithme, puisque c'est un algorithme, Parcoursup, qui permet justement de vous proposer. C'est sans doute des nouveautés qui arriveront dans le futur, en tout cas. Pour compléter ce que disait Étienne tout à l'heure, je pense que quelque chose de très important également, c'est que ça va lever le doute sur le fait que Parcoursup a choisi de ne pas valider ma candidature. La transparence qui est mise en place permet de mettre l'accent sur le fait que ce n'est pas Parcoursup qui choisit, c'est vraiment les écoles qui choisissent. Et là, elles sont transparentes, ces écoles, sur les critères qu'elles utilisent dans leur sélection. Donc vraiment, ça permet de dire, ce n'est pas Parcoursup qui sélectionne, c'est les écoles. Alors, effectivement, savoir, vous avez raison de le préciser, savoir que c'est l'école qui a dit non, je l'entends. Après, est-ce que réellement les critères de sélection sont objectifs? C'est une autre question. Tout à fait. C'est une autre question. Maintenant, on a également accès aux statistiques sur les candidats qui ont été pris au cours des présentes années. Donc, le fait de croiser les deux permet de savoir finalement quelles sont les chances qu'on a d'être sélectionné. Moi, ma préconisation, en tout cas, c'est vraiment de faire un maximum de choix en tant que jeune. Il faut maximiser ses chances et donc mettre un maximum de vœux. Et il faut également penser à mettre des formations qui sont non sélectives pour sécuriser finalement le fait d'avoir une formation qui nous accepte à la fin. C'est quoi une formation non sélective? C'est notamment l'université, sur lesquelles justement les places sont non limitées, contrairement à toutes les écoles qui peuvent être avec des places limitées sur Parcoursup. Il faut également savoir que sur Parcoursup, on parle de 23 000 formations. Il en existe un peu plus de 60 000. Donc il faut également être curieux et aller s'intéresser aux formations qui sont hors Parcoursup. Moi, je vais vous faire un retour terrain. Aujourd'hui, on aide des jeunes à trouver l'école de la formation qui leur correspond. Malheureusement, il y a beaucoup de jeunes qui vont nous contacter uniquement à la fin de la phase complémentaire. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont attendre d'avoir le moment où ils se rendent compte qu'ils n'ont été pris à aucun vœu pour justement se poser des questions sur les écoles qui pourraient justement leur ouvrir des portes hors Parcoursup. Pour moi, il faut se poser ces questions dès le début de Parcoursup, justement de façon à ne pas se retrouver face à un mur à la fin de la phase complémentaire et à la fin de la phase secondaire. Et pourquoi plus de 35 000 formations qui ne sont pas sur Parcoursup? Parce que, en fait, aujourd'hui, Parcoursup ne référence que les formations qui sont reconnues par l'État et il existe tout un tas de formations qui sont également de très bonne qualité mais qui ne sont pas reconnues par l'État. Donc, de lesquelles on ne sort pas avec un diplôme d'État? Tout à fait. D'accord, mais qui peuvent être tout à fait valables, bien évidemment. Important sur les bourses aussi, parce que c'est vrai que c'était un peu confus et on ne savait pas trop le positionnement. Or, on sait qu'on va, en tout cas, on essaye de tendre vers l'égalité des chances pour tous les étudiants. Et c'était un réel problème, je pense, pour certains, d'avoir en tout cas la bonne information. Est-ce que là, cette nouveauté aussi sur Parcoursup va changer quelque chose? En tout cas, ça permettra d'avoir accès plus facilement aux bourses qui sont disponibles pour chacune des formations, oui. Le site proposera par ailleurs, donc vous l'avez dit, le fameux simulateur pour calculer ses chances d'intégrer effectivement une formation. Est-ce que l'intelligence compte à la fois, et là peut-être que je vais poser la question à Étienne Porche, la doublette de spécialité et moyenne générale? C'est-à-dire que tout d'un coup, une réponse encore une fois aux critiques sur l'opacité? Je pense que oui, enfin, évidemment, la moyenne générale dans différentes matières, ainsi que le choix des spécialités, est pris en compte par les formations. Je prends un exemple. Si jamais, par exemple, on veut intégrer une prépa scientifique, si on n'a pas pris une spécialité avec des mathématiques, bah, ce sera très compliqué d'avoir un dossier qui passe, même si, au demeurant, on a des très bonnes notes dans d'autres matières. En fait, évidemment, il faut construire un parcours qui soit en cohérence avec ce qu'on souhaite faire plus tard. Et c'est pour ça, en fait, que cette notion d'anticipation, elle est absolument essentielle. Parce que c'est à partir de là, en fait, qu'on peut construire des parcours cohérents. Et après, quand on est face à des formations qui sont sélectives et quand on candidate dans des formations sélectives, comme le soulignait Jérémy, là, on est en compétition entre étudiants. Donc oui, les meilleurs dossiers sont privilégiés. Il y a une autre petite rubrique qui s'appelle « Connaître les débouchés », renommée « Poursuivre ses études et connaître les débouchés », qui donc sera également enrichie, disponible. C'est vrai que je me suis posé cette question de savoir si c'était bien finalement de pousser les jeunes à savoir si oui ou non ils étaient sûrs d'être engagés après ou pas. C'est très important, on choisit sa formation également parce qu'il y a des débouchés derrière, donc c'est très important de pouvoir donner des statistiques aux jeunes justement pour qu'ils puissent se projeter. Est-ce qu'à l'issue de cette formation, je risque de trouver un boulot, oui ou non, et quels sont les pourcentages de chances que j'y arrive?
Alors je l'entends évidemment, bien entendu, mais est-ce que c'est pas aussi une façon de restreindre finalement aussi toutes les autres voies qui sont peut-être un peu plus compliquées ou un peu plus sélectives par endroit, mais qui sont tout aussi riches? Pour moi, tout ce qui mène vers de la transparence est une bonne chose. Donc je pense que c'est une bonne chose. Pareil, Étienne Porche, votre avis sur la question? Je pense aussi néanmoins, c'est sûr que cette transparence va provoquer en fait un déversement supplémentaire des candidats vers les formations qui ont les meilleurs débouchés. C'est inévitable. Donc oui, en fait, on est à quand même une compétition qui, sur certaines formations, va s'accroître du fait de cette transparence, mais qui au fond est une bonne chose. Et on peut aussi espérer que finalement cette transparence pousse d'autres établissements à s'améliorer et qu'on puisse en fait enclencher de cette manière un cercle vertueux. De toute façon, il va de soi que voilà, l'entrée dans le supérieur, c'est une marche pour tous les élèves. C'est important de l'anticiper. Il faut aussi être conscient que le niveau dans le supérieur, il est élevé. On est d'autant plus aujourd'hui avec le système licence, master, doctorat, en compétition bien sûr à l'échelle française, mais aussi à l'échelle internationale. Donc de toute façon, qui peut le plus peut le moins, et c'est important que les élèves anticipent et se donnent les moyens de réussir. Je prends juste l'exemple des professeurs aujourd'hui et donc de tous les concours pour les enseignants. On voit bien que la situation est assez critique, les conditions de travail, les rémunérations, on l'a dit trop souvent sur ce plateau malheureusement, sont difficiles. Et effectivement, ça n'a absolument pas motivé les candidats au CAPES ou à d'autres concours de l'enseignement. Donc, on va à un moment manquer cruellement d'enseignants, de profs, de maîtres, de maîtresses. Donc c'est vrai que c'est une petite question, je sais bien que ça n'a rien à voir avec Parcoursup, mais c'est une petite question qui se pose quand même sur des... Tout à fait, il y a un gros enjeu sur les conditions de travail des enseignants, sur le recrutement des enseignants. Ça fait partie de nombreux chantiers de la nouvelle ministre Elisabeth Borne. On va voir ce que ça donne. Mais bon, voilà, sur d'autres débouchés, forcément, ça pose aussi cette question un peu philosophique. Ces nouveaux outils montrent quand même une vraie sélection des formations ou pas? Non, pour moi, ça rajoute simplement de la transparence sur ce qui se faisait par ailleurs. Pour vous, de toute façon, tout est formidable sur Parcoursup. Je ne dis pas ça, je pense que c'est perfectible. Je dis juste que jusqu'à présent, il y avait un manque de transparence, ce qui pouvait laisser croire que c'était Parcoursup qui choisissait et non les formations. Là, pour moi, on remet l'église au centre du village. Ouais. Si, encore une fois, et je reviens sur mon idée, mais je vais bien y arriver, sur l'idée qu'on va aller tous vers des métiers qui embauchent, donc des métiers dont on va connaître les débouchés, est-ce qu'on ne va pas avoir que les mêmes profils aussi étudiants sur Parcoursup à un moment? C'est possible. Oui, c'est possible. Et c'est pas grave, cette société uniforme, faut se dire que c'est une voie. On aura un problème à un moment, mais je pense qu'à partir du moment où c'est transparent et que les jeunes savent que le métier ne recrute pas, c'est important de le savoir dès le début. En tout cas, il vaut mieux le savoir avant d'avoir suivi la formation plutôt qu'à la fin du cursus, je pense. Une réaction, Étienne Porche? Je partage. Je pense qu'on a quand même besoin effectivement d'études qui offrent des débouchés. Évidemment, apprendre des choses, c'est passionnant et on est dans un système où, contrairement à certains pays anglo-saxons, en fait, on peut facilement basculer de spécialité et, si vous voulez, s'enrichir de connaissances. En fait, aussi pour le plaisir d'apprendre. En France, c'est moins le cas. On se spécialise assez vite et ça, c'est vrai que c'est des choses qui font que notre système dans le supérieur pourrait être perfectible à cet égard. Néanmoins, la finalité des études, ça reste de trouver un travail et à l'échelle de la société, ça reste de fournir aussi à l'économie et aux entreprises une main-d'œuvre en fait qui ensuite est employable et qui est qualifiée et qui permet justement de répondre aux challenges de l'économie d'aujourd'hui. Et donc pour moi, cette transparence, elle est aussi très positive parce qu'elle va éviter les erreurs d'orientation, elle va éviter les problèmes, les erreurs de débouchés et finalement, elle va aussi aider à peut-être réduire des mauvaises allocations en fait entre des étudiants qui pourraient aller dans certaines directions en quantité peut-être trop nombreuse par rapport aux opportunités que le marché du travail français peut offrir et réciproquement. Donc pour moi, cette transparence de l'information, elle va aussi dans la bonne direction. Évidemment, je l'ai dit un peu plus tôt dans l'interview, Parcoursup reste un système qui est perfectible, mais je pense en tout cas que ces itérations et les nouveautés de cette année vont clairement dans la bonne direction. Et après, pour le reste des sujets, il va falloir laisser Madame Borne voir ce qu'elle a à nous proposer, voir ce qu'elle peut nous proposer et la laisser développer ses idées et faire son travail. Vous parliez des fausses idées, réduire les fausses idées aussi, peut-être de l'autocensure des filles pour certaines formations. Est-ce que ça va aider, à votre avis, Étienne Porche? Sincèrement, je l'espère parce que je pense en fait que à la fois, ça va peut-être aider à un petit peu mieux se projeter sur les perspectives que peuvent offrir une certaine filière, mais ça va aussi permettre, je l'espère, aux jeunes, notamment aux filles, mais en fait, au fond, à tout le monde, à peut-être faire tomber des plafonds de verre qui sont avant tout des plafonds mentaux, se dire, voilà, je ne suis pas capable de faire ci, je ne suis pas capable de faire ça. Là, en fait, on peut se dire, si, en fait, regarde, il y a
tant de pourcentage de chances a priori que tu puisses intégrer. Et en fait, de toute façon, si tu ne candidates pas, si tu ne mets pas ça dans tes vœux, il n'y a aucune chance que tu sois pris. Donc, c'est ça aussi qui est bien, je trouve, c'est qu'on a quand même un système qui permet de faire des vœux. Donc, il y a 10 vœux à faire et il y a aussi des sous-vœux. Donc, au bout d'un moment, on se retrouve quand même avec un éventail de possibles qui est relativement large pour les élèves, ce qui permet en fait de s'ouvrir des portes et aussi de tenter des choses. Et c'est une bonne chose, au fond. En général, je crois qu'il y a 20 vœux pour la filière pro, non? C'est à peu près ça. Il y a 10 vœux au total, plus 10 vœux sur l'apprentissage, et il y a 20 sous-vœux ensuite. 20 sous-vœux, voilà, c'est ça, pardon. Une autre annonce qui est assez intéressante aussi, je trouve, d'Elisabeth Borne et de Philippe Baptiste, pour renforcer le contrôle des formations sur Parcoursup, pour mieux lutter, dit-elle, contre les enseignements privés lucratifs. Est-ce que c'est un impératif aussi? Tout à fait, il faut vérifier que l'ensemble des formations qui sont proposées, qui sont disponibles sur Parcoursup, soient des formations de qualité. Pareil, Étienne Porche? Oui, c'est sûr qu'il y a eu effectivement beaucoup de formations qui se sont créées dans les dernières années, notamment avec l'essor de l'apprentissage. Et je pense que c'est une bonne chose que l'État vienne vérifier la qualité de ces formations. Et de toute façon, c'est hyper important quand on s'inscrit à une formation de bien se renseigner, de bien voir ce qu'il y a sous le capot. Et c'est justement aussi pour ça que les informations sur l'insertion professionnelle sont de nature à faire la différence. Vous parlez de l'apprentissage parce qu'il y avait effectivement des demandes de frais de scolarité qui n'étaient pas du tout correctes à faire, qui étaient faits effectivement à l'époque. Et surtout, on le rappelle qu'il est interdit de demander le versement d'acompte avant les inscriptions administratives. Donc la protection aussi des intérêts financiers était importante. Cette transparence générale que vous louez, vous avez raison depuis le début, est tout à fait intéressante. L'accompagnement, parlons-en, puisque vous êtes tous les deux effectivement, et vous le dites depuis le début, mais de manière... plus précise, près de 24... Non, combien vous m'avez dit 24 000 fois 23 000 formations. 23 000 formations quand même. Comment on s'y retrouve quand on n'est pas du tout spécialement accompagné, notamment par Diplôméo, notamment par les Sherpas, et par des parents qui sont certes attentifs, mais pas forcément tout à fait au fait? Bon, déjà, il ne faut pas stresser, tout va bien se passer. On sait que c'est une période stressante. C'est normal. En fait, l'orientation, ce n'est pas un choix anodin. On choisit ce qu'on va faire plus tard. Par contre, il faut... se poser les bonnes questions. Pour moi, au moment où on arrive sur Parcoursup, on a déjà dû se poser un certain nombre de questions. En fait, qu'est-ce qui nous intéresse? Quel est le métier que je veux faire? Une fois qu'on s'est posé les questions autour de ce qu'on veut faire plus tard, il faut se poser les questions. Quelles sont les meilleures filières? Quelles sont les meilleures formations justement pour arriver à ce projet? Et Parcoursup, c'est juste l'aboutissement de tout ça. C'est le moment où on doit choisir. Donc, moi, ma recommandation, c'est justement de se poser les bonnes questions et de faire des choix qui sont les plus aboutis possibles. Les choix les plus aboutis sont à la fois des choix de cœur, mais aussi des choix de raison. Tout à fait. Il faut faire les deux. C'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, il faut maximiser le nombre de vœux. Donc, il faut optimiser le nombre de vœux qu'on fait sur la plateforme. On le disait, 10 vœux principaux, la possibilité de faire 10 vœux également en apprentissage et 20 sous-vœux. Et donc, il faut essayer d'optimiser ça et de penser également à avoir une formation non sélective dans ces vœux pour avoir une solution de secours au cas où l'ensemble de vœux soit refusé. Alors, il y a le dossier scolaire, évidemment, les notes, co, etc., le bac qui sont pris en compte, mais il y a aussi cette fameuse lettre de motivation ou cette lettre d'engagement, je ne sais pas comment elle s'appelle, elle porte un nom? Lettre de motivation. Lettre de motivation, elle n'est pas obligatoire, elle dépend des formations. Tout à fait. Il faut vraiment y prendre du temps, toutes les formations ne la demandent pas, mais par contre, il faut se poser, il faut prendre le temps de compléter cette lettre de motivation le mieux possible. Et quelque chose qu'on nous demande souvent, il ne faut pas une lettre de motivation pour l'ensemble de ces Parcoursup, il faut vraiment une lettre de motivation spécifique pour chacun des vœux. C'est comme quand on cherche un emploi, on ne fait pas la même lettre de motivation pour toutes les entreprises. Là, c'est quand même chouette d'être accompagné notamment par soit Diplôméo, soit par les Sherpas. Étienne Porche, c'est vrai qu'il y a une lettre de motivation à chaque fois différente. Même nous qui déjà travaillons depuis un petit moment, c'est vrai que on ne le fait pas toujours à chaque fois. Bon, pas de mentir. Non, mais je comprends, mais cette personnalisation, elle fait vraiment la différence. C'est-à-dire que cette lettre de motivation, elle va quand même être à chaque fois étudiée par la formation. Et il y a effectivement cette tentation de faire quelque chose de très standardisé, mais clairement, en fait, surtout quand on candidate à une filière sélective, en fait, ça se voit, ça se sent. Et je conseille aussi aux élèves d'éviter les lettres faites avec ChatGPT et autres, parce que pareil, en fait, les recruteurs, les responsables d'admission en fait des formations s'en rendent bien compte, et au final, en fait, ça décrédibilise, et c'est très dommage. Donc, il faut mieux vraiment prendre le temps de préparer ces dossiers. C'est extrêmement important. En fait, cette lettre, que oui, on va peut-être passer 30 minutes à rédiger, elle peut vous ouvrir la porte de la formation de vos rêves et derrière des études de vos rêves. Donc, oui, prendre ce temps, l'investir, c'est vraiment important. Ce n'est pas du temps perdu. Et je partage normalement,
Parcoursup, c'est l'aboutissement d'une réflexion. Dans l'idéal, si on a anticipé, en fait, le choix, il n'est pas si compliqué que ça. Parce que on sait un petit peu pourquoi on a choisi telle spécialité, on a construit un projet. Tout ça, en fait, c'est une réflexion qui se cristallise au moment de Parcoursup. Et donc, à partir de là, effectivement, on a peut-être 1, 2, 3 grandes directions dans sa tête. On va se donner des options. On va faire des choix dans des filières sélectives. On va faire des choix aussi dans des filières non sélectives. On va essayer de un petit peu mettre ses œufs dans différents paniers grâce aux vœux et aux sous-vœux. Et à partir de là, après, il faut aussi maximiser ses chances avec un bon dossier. Il n'est pas trop tard, je tiens à le dire. Il reste encore du temps avant que les dossiers soient complétés, soient envoyés, soient examinés. Donc c'est le moment de rien lâcher. On a beaucoup de demandes en ce moment, logiquement. Et à partir de là, ensuite, il faut effectivement croiser les doigts. Il y a aussi une petite part de chance, comme tout. Mais c'est un peu le chapeau magique de Parcoursup, on va dire. Merci beaucoup. On va terminer sur le chapeau magique, j'aime bien l'idée. Merci Jérémy Plassereau d'être venu sur le plateau du Grand JT, directeur de Diploméo. Étienne Porche, cofondateur des Sherpas. Merci à vous deux. On va marquer une courte pause dans le Grand JT et surtout précipitez-vous sur Parcoursup. Ciao. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Tessie Van der Haak. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes autrice de 100 petites conversations à avoir avec son enfant. Comment parler de sexualité dès le plus jeune âge, 0-12 ans, et c'est paru aux éditions Marabout. C'est vrai que parler de son corps, de l'amour, de sexe, d'intimité, c'est pas évident. On le sait. 3 cours d'éducation à la vie affective et sexuelle en France sont prévus pour ça. Mais on a encore plein d'idées préconçues sur la sexualité. Est-ce qu'il faut d'abord d'ailleurs déconstruire ces fameuses idées avant d'aborder le sujet ? Je pense que c'est essentiel. En fait, on a tous et toutes des idées préconçues par rapport à la sexualité. On a tous reçu une éducation à la sexualité finalement. Parfois, on se dit, moi, j'en ai pas reçu, mais si on nous a jamais parlé, on comprend aussi que c'est un sujet qui est tabou. Donc, on a énormément d'idées par rapport à ça. Et en tant qu'adulte, on a tendance aussi à projeter le mot sexualité comme quelque chose d'adulte, alors que en fait, la sexualité, c'est quelque chose qui fait partie de chaque être humain depuis la naissance. C'est pas juste des choses d'adultes. Oui, c'est cette notion-là, effectivement, qui est un peu absente. On imagine tout de suite une énorme conversation pendant l'adolescence avec ses enfants, alors que, oui, vous le dites très bien, c'est même le titre de votre livre, 100 petites conversations à avoir avec son enfant dès le plus jeune âge. Donc, 0-12 ans, une sexualité qui peut-être est naturelle, innée, forcément, chez les plus petits, qu'on ne connaît pas ou peu. Ces idées préconçues, est-ce qu'elles viennent du fait qu'on ne parle pas de ça en famille, tout simplement ? C'est ça, c'est qu'on n'a pas d'exemple finalement en tant que parents pour ça. Si on ne nous en a pas parlé, si on ne l'a pas vu autour de nous, on ne le voit pas dans les médias, on ne sait pas vraiment comment s'y prendre. Et on ne se rend pas compte que parler de sexualité avec des enfants de nouveau, c'est finalement des petites choses qu'on va mettre au début, c'est des petites conversations sur leur corps, sur comment fonctionne leur corps, sur le nom pour les parties de leur corps, sur le fait que leur corps leur appartient, enfin toutes ces petites choses-là qu'on commence à mettre en place. Et c'est vraiment des petits blocs, des petites couches qu'on va mettre au fur et à mesure pour préparer ces plus grandes conversations qu'on va peut-être avoir à l'adolescence sur la découverte de la sexualité avec un ou une partenaire. Mais finalement, c'est valable à tout âge parce que, à l'instar du fait qu'on ne nous apprend pas à devenir parents, on ne nous apprend pas non plus à devenir amants, si je puis dire. Ben oui, c'est même le respect et le travail avec, la relation avec l'autre, en fait, finalement, au-delà de ça. Donc, c'est même pas juste la sexualité, l'intimité, c'est simplement le fait de pouvoir construire des relations saines, d'avoir une relation avec l'autre, de respecter le corps de l'autre, toutes les notions autour du consentement, la notion autour du plaisir, parce que là, on n'en est même pas encore là. Ça, c'est vraiment un sujet énormément tabou. Le fait que la sexualité, c'est quelque chose qui est censé apporter du plaisir pour soi-même et puis pour l'autre. Donc, c'est mettre en place et repenser un petit peu cette façon dont on pense à la sexualité, que c'est pas juste l'intimité entre deux personnes. Oui, vous parlez de la relation à l'autre, effectivement, qui est très importante, mais c'est surtout la relation à soi, finalement, à son propre corps, à la manière de se regarder et de se connaître. C'est ça, exactement. C'est une des grandes questions, et puis on le sait depuis la petite enfance, c'est d'accepter le non.
parce qu'on a toujours tendance à dire non mais tu peux pas dire non, puis il y a la phase du non et on essaie de passer au-delà de ça. Mais en réalité, en fait, on nous apprend à ne jamais devoir dire non, que non, c'est pas poli. Hein, et en fait, c'est de rapprendre que on va pas dire oui par politesse. On a des limites et c'est d'écouter ces limites et d'honorer ces limites depuis la petite enfance. On apprend aussi à connaître ses propres limites et justement, comme vous l'avez dit, à connaître son corps. Et à partir de là, on peut construire des relations avec les autres. Alors c'est peut-être le mot qui fait peur, hein, et vous l'avez dit d'ailleurs, sexualité, vous le dites d'ailleurs aussi dès le début de votre livre, passer cette introduction qui est d'ailleurs, que je vous recommande de lire. Souvent on zappe les intros, faut pas. En l'occurrence, pour ce livre-là, faut pas. C'est important peut-être de conceptualiser, alors assez rapidement aujourd'hui, mais en tout cas de conceptualiser ce qu'est la sexualité. Oui, en fait, c'est... Comme je l'ai dit au début, c'est de repenser ce que ce mot veut dire et d'aller au-delà des premiers mots qui vont nous venir en tête. Donc, en tant qu'adulte, on va aller lier ce mot-là à une sexualité d'adulte. Vraiment repenser le mot dans sa globalité, c'est-à-dire de la découverte du corps, la puberté, l'identité, la sensualité, la santé sexuelle aussi, hein, la santé de ses organes reproducteurs et de ses organes génitaux. Donc d'aller vraiment en fait prendre du recul par rapport à ce mot-là et le voir dans sa globalité. Oui, c'est ça, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de notions dont vous parlez des cercles de la sexualité, vous les avez évoqués, donc la sensualité, la sexualisation, bien entendu, c'est la première chose qui nous vient en tête, mais il y a effectivement cette notion d'identité, peut-être qu'elle n'est absolument pas comprise aussi par tous ces jeunes et surtout par les parents. Je pense que c'est encore aussi un des sujets qu'on connaît moins bien et pour certains parents qui fait peur parce qu'on le sait quand on a toutes les conversations autour de l'éducation à la sexualité à l'école, de l'EVRAS et tout ça, cette question justement de l'identité par rapport à la sexualité, c'est encore un sujet qui fait peur. Et c'est pour ça que vraiment j'invite chaque personne à aller en apprendre davantage et comprendre que on se construit en fait dans notre environnement, que notre identité sexuelle, elle va se passer par par l'environnement dans lequel on va grandir. Donc il y a aussi tout cet aspect-là. Mais on peut évoluer en fait, son identité sexuelle, elle n'est pas forcément tout à fait prédéfinie, j'imagine, à l'âge de 12 ans ou à l'âge de 16 ans. Elle peut évoluer ? Oui, en fait, déjà depuis la petite enfance, en fait, elle commence à évoluer depuis la petite enfance. Généralement, un enfant vers 2-3 ans a quand même une bonne idée de son identité de genre. Mais effectivement, on voit que c'est quelque chose qui est fluide, c'est quelque chose qui évolue peut-être au cours du temps, qui peut changer pour les personnes en fonction des informations auxquelles elles ont accès. On parlait de l'intimité, la connexion avec l'autre. Alors c'est une connexion qui peut être aussi une connexion tout à fait platonique, romantique, une connexion amicale, mais il y a aussi cette connexion du toucher, du fait d'être touché. Ce sont des gestes qui sont très importants et qui effectivement font entrer cette notion de consentement dont vous parliez tout à l'heure. Oui, en fait, dans l'introduction, quand on parle justement de la notion de sexualité, une des premières choses qui arrivent en fait pour un bébé, c'est le toucher, c'est le plaisir associé au toucher. Et c'est le fait de reconnaître que un enfant a besoin d'être touché pour grandir, pour se développer, pour se réaliser. Et donc c'est toute cette évolution autour du toucher, mais aussi ensuite de réaliser que tout le monde n'a pas juste accès à son corps. Que son corps lui appartient, qu'on a le droit de mettre ses limites, on a le droit de dire non, on a le droit de refuser un câlin, que ce soit un ami, un adulte ou un adulte de la famille ou de ses parents. Donc c'est de pouvoir vraiment donner du pouvoir à l'enfant sur son propre corps et de lui donner tous les outils finalement pour en prendre soin et pour le défendre. Alors pourquoi est-ce important d'évoquer tous ces sujets dès le plus jeune âge, Tessie Van der Haag ? On les évoque depuis le plus jeune âge parce que ça permet en fait déjà aussi de pouvoir avoir ces conversations au fur et à mesure. Donc on a des toutes premières conversations pour pouvoir grandir sur ces conversations-là ensuite. Je pense toujours aux questions par exemple qui vont un petit peu effrayer les parents. Une conversation qu'on a beaucoup pour le moment, c'est la pornographie, comment en parler. Si on se dit qu'on a une exposition des jeunes vers 11-12 ans à la pornographie et qu'on va avoir une conversation avec nos enfants,
on va réfléchir à toutes les petites conversations qu'on doit avoir avant ça. Si on ne veut pas se lancer directement sur le sujet de la pornographie, on va commencer à parler des médias, on va parler du corps, on va parler de la représentation des relations amoureuses et de relations intimes. On va parler de comment fonctionne le sexe, on va parler de l'amour. Donc on doit avoir toutes ces petites conversations-là au fur et à mesure pour pouvoir en fait donner aux enfants tous les outils dont ils ont besoin pour se réaliser en grandissant. Et c'est là l'importance de commencer petit, c'est qu'on leur donne de nouveau ces outils, ce pouvoir sur leur corps, et on construit aussi, grâce à ça, une relation avec son enfant qui va continuer sur le long terme. Oui, et puis les outils nécessaires pour justement ne pas rentrer dans dans ce silence, dans ce tabou que l'on connaît souvent et qui amène tout d'un coup à la fameuse discussion terrible que redoutent les adolescents, des parents qui commencent à se dire « Oh là là, il faut absolument que j'en parle. On a dit que c'était important d'en parler, donc faisons-le maintenant, là, pendant le dîner, comme ça, à brûle-pourpoint. » Voilà, en fait, l'idée justement du titre, ça part de il vaut mieux avoir, au lieu d'avoir cette grande conversation de 100 minutes, on va essayer d'avoir 100 petites conversations d'1 minute. Parce que cette grande conversation dans les yeux, entre 4 yeux à table, ça ne fonctionne pas. Puis en fait, on ne prend pas cette approche pour n'importe quel autre aspect de l'éducation. Il n'y a aucun autre aspect, on se dit on va avoir cette grande conversation. Une des métaphores que j'utilise dans le livre, c'est la conduite. On ne fait pas la conduite en une fois. En fait, on a des conversations sur la sécurité routière avec les enfants depuis la petite enfance. Comment est-ce qu'on met la ceinture, on regarde à gauche et à droite avant de traverser, on s'arrête au stop, etc. On ne met pas un enfant de 3 ans derrière le volant, bien entendu, mais on va, au fur et à mesure, leur apprendre la sécurité routière, le code de la route, comment fonctionnent les voitures, pour que quand ils arrivent à 18 ans, ils aient tous les outils en main pour conduire de façon sécuritaire. Et donc là, c'est la même chose, c'est qu'on n'a pas une grande conversation gênante, mais finalement, on met en place toutes ces petites conversations au fur et à mesure. Vous proposez aussi un exercice de réflexion, d'observation du comportement de nos enfants en fonction des âges. Pourquoi ? Pardon. Oui, donc en fait, c'est de se dire que le comportement des enfants, il va évoluer au fur et à mesure. On a un développement, le développement psychosexuel des enfants va évoluer depuis la petite enfance jusqu'à l'âge adulte. Et donc, je donne un petit peu des idées pour savoir quelles sont les étapes qu'on va avoir au fur et à mesure. Après, de nouveau, le développement des enfants, il va être différent d'un enfant à l'autre. C'est pas toujours exactement qu'à 4 ans, il se passe telle chose, puis à 6 ans, il se passe telle chose. Mais ça nous permet d'avoir plus ou moins une idée à quel moment on veut commencer quelle conversation. De nouveau, pour nous permettre de les faire une à une, l'une après l'autre, et pas avoir à tout faire en un coup à 12 ans. Alors, 3 cours d'éducation à la vie affective et sexuelle à l'école sur 1 an. J'imagine que vous allez me dire que ce n'est pas assez. Aujourd'hui, c'est ce qui est réglementé. Grâce à votre bouquin, à votre livre, on va avoir évidemment beaucoup plus d'informations et d'idées pour repenser son lien avec son enfant. Mais que faudrait-il faire à l'école de plus ? Je pense que c'est ça, les deux, ils sont vraiment complémentaires. Je trouve que c'est essentiel. Mon travail principal, c'est d'aller travailler dans les écoles et je le vois, en fait. On voit la différence entre des enfants dans les écoles qui en ont déjà parlé à la maison ou pas, qui ont déjà ces outils, mais ça reste 2 ou 3 élèves par classe. Et donc, ce qui est important, c'est que même si soi-même, on s'est dit, ben oui, moi, j'en parle à mon enfant, on a ces conversations-là à la maison, donc il n'y a pas besoin d'en parler à l'école. Non, parce que l'enfant, il n'est pas seul. Il est dans un environnement avec d'autres enfants. Et donc, c'est aussi vraiment important que tout l'environnement, que tous les élèves aient accès à ça. Et au-delà de nos propres enfants, que les enfants qui n'ont pas accès à ça à la maison aient aussi tous ces outils-là pour prendre soin de leur corps et aussi, on le sait, pour faire de la prévention. Donc, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est aussi un des aspects qui est important, c'est qu'on sait qu'il y a des risques de violences sexuelles sur les enfants et qu'on veut leur donner tous les outils nécessaires pour qu'ils puissent en parler ou dénoncer ce qui s'est passé.
Merci beaucoup Tessie Van der Haag d'être venue de loin, certes, mais pour nous parler du grand JT de l'éducation, n'importe quoi, de votre livre, de 100 petites conversations à avoir avec son enfant aux éditions Marabout, d'être venue en revanche sur le grand JT de l'éducation. Merci à vous Tessie Van der Haag. Merci. À bientôt. On va tout de suite retrouver le Zap sur School TV. Vous opposez dès l'introduction deux grands courants en matière d'éducation, l'un prônant une attitude parentale ferme, sans concession, et puis l'autre une éducation positive, bienveillante, mais qui peut être jugée un petit peu laxiste. Et vous proposez une troisième voie. Alors, c'est pas tellement une troisième voie. En fait, vous avez effectivement ce balancement. Je les ai caricaturés, hein, mais... Oui, bien sûr. Mais ce balancement entre est-ce qu'il faut être ferme, façon Caroline Goldman, qui dit, bon, il faut être ferme, il faut mettre des limites, en quoi elle a parfaitement raison, mais jusqu'où ? Et puis, vous avez l'éducation positive qui est... Qui ne dit pas qu'il ne faut pas mettre de limites. Non, qui ne dit pas ça. Voilà. En fait, c'est ce qui se passe dans les faits. C'est que les gens s'épuisent à chercher où est la limite et comment je fais. Et alors, oui, l'enfant finit par avoir tous les droits et on se fait écrabouiller. Et ça ne marche pas. Alors, moi, je ne propose pas une troisième voie. Je propose en quelque sorte une voie qui serait le soubassement d'une éducation épanouie, heureuse. C'est de s'intéresser à la question de la responsabilité. Responsabilité et affirmation de soi, c'est les deux piliers, le soutènement. L'affirmation de soi étant en fait une forme de responsabilité. Mais alors quand on parle de responsabilité, souvent on dit, bon, c'est quoi ? Vous vous souvenez, quand vous avez eu 15 ans, on dit, prends tes responsabilités, comme à moi, et on n'a pas compris ce que ça voulait dire. Mais non, d'ailleurs même à 55, enfin bon bref. Et même parfois toute la vie. Moi, je disais à mes parents, je veux bien prendre quelque chose, mais c'est quoi Mais on ne comprend pas, on dit, bah écoute, sois à l'heure, etc. Bon. Alors oui, il y a une forme de responsabilité qui consiste à tenir sa parole, à être à l'heure, et tout le monde le fait. Pourquoi ? Parce que vous avez intérêt à le faire. Si vous n'êtes pas au rendez-vous, si vous ne tenez pas votre parole, vous êtes éjecté de la société. Donc, en fait, c'est une responsabilité qui est une obéissance. Mais il y a une autre forme de responsabilité existentielle et qui est bien plus puissante, qui consiste à savoir où on est. En fait, c'est très simple. La responsabilité, c'est être capable de se situer. On voit des progrès assez rapides. Oui. Pas forcément en maths, mais même sur la scolarité. Oui, en fait, l'intérêt du petit bridge, c'est qu'il y a une grande dimension mathématique, ça c'est indéniable. Après, effectivement, il y a d'autres compétences. De concentration, j'imagine. De concentration, d'observation. Ça permet aussi à mettre les enfants en fait, dans une activité pédagogique sérieuse, mais sans qu'ils s'en rendent compte. Et en fait, il y a un vrai engagement fort des élèves. Moi, j'avais des CPCE1 avec lesquels j'ai pratiqué le petit bridge et c'est vrai que ça permet aussi d'avoir des temps où en fait ils sont concentrés et rentrent. Le fameux temps calme. Voilà, mais c'est pas évident, mais c'est vrai que voilà, c'est le type d'activité qui permet en fait de pouvoir faire des mathématiques d'une autre façon et d'engager la plupart des élèves. Activité qu'il vaut mieux faire du coup le matin quand le temps de cerveau est plus disponible ou même justement l'après-midi quand les élèves sont peut-être un peu plus dissipés, excités. Ça j'ai envie de dire c'est un peu à l'appréciation de chacun selon effectivement. Mais moi, je le faisais l'après-midi. C'est vrai que c'est agréable aussi de finir la journée sur un temps où on se pose et on est plus calme. C'est sympa pour les parents après. Plus tranquille, plus apaisé à la maison. Et en termes d'apprentissage, ça peut remplacer un cours de mathématiques ? Alors, pas du tout. En revanche, c'est un vrai levier d'accompagnement en fait pour aller plus loin et de pouvoir réinvestir des notions qui auront été vues en classe sur une séance traditionnelle. Et en fait, dans le jeu, les enfants vont pouvoir mettre en pratique ce qui a été vu. Après, la Fédération française de bridge fait vraiment bien les choses, c'est-à-dire qu'elle accompagne les enseignants aussi à l'aide de ressources clés en main avec un. Il y en a beaucoup qui sont formés ces dernières années, comme vous. Oui, on a plus de 10 000 enseignants, plus de 10 000 enseignants par an. Qui sont formés et on est autour de 6 000 élèves par an aussi qui pratiquent le bridge, donc bridge, petit bridge et bridge traditionnel. Corentin Bouffard, donc vous êtes le cofondateur de cette plateforme Willby, vous êtes en duplex avec nous, alors vous l'avez lancée en 2021, une plateforme inspirée des formats courts comme TikTok qui propose une approche immersive de l'orientation avec des vidéos de professionnels qui partagent chacun leur quotidien et surtout un accès direct, vous allez nous en parler aux écoles et aux formations adaptées. Vous accompagnez aujourd'hui déjà plus de 100 000 jeunes par mois et ensemble on va essayer de comprendre justement aujourd'hui comment on peut mieux accompagner nos jeunes dans leur choix d'avenir. D'abord, une première question peut-être pour commencer, Corentin. D'où vous êtes venu cette volonté de dépoussiérer justement le processus d'orientation des jeunes ? Parce qu'on on s'aperçoit qu'on demande aux jeunes de plus en plus tôt ce qu'ils veulent faire plus tard. On leur demande de réfléchir
à leur projet d'orientation dès le collège. Mais en réalité, un collégien de 3e connaît quelques dizaines de métiers et souvent des métiers liés à ceux de son entourage. Donc difficile finalement de construire un projet avec une méconnaissance aussi profonde des métiers du monde du travail. Donc nous, on veut avoir une orientation active, choisie autour des débouchés, quelque chose de beaucoup plus pertinent pour eux, et donc ça passe par la découverte des métiers. Alors, vous le faites notamment, cette découverte, vous la proposez sous un format différent aussi de ceux auxquels ils ont pu être habitués quand on parle en tout cas du domaine de l'orientation scolaire, un format inspiré des réseaux sociaux comme celui de TikTok. Vous pensez que les formats courts, ça c'est la clé justement pour capter l'attention des jeunes générations et notamment de ces jeunes qui cherchent vraiment à comprendre les métiers, les formations qu'ils pourraient faire dans les prochains mois, les prochaines années ? Absolument, c'est d'ailleurs la grande force de Will-Be. Le but, c'est de au maximum s'adapter à leur mode de consommation de l'information, à leurs usages. Et quoi de mieux que de reprendre les fonctionnalités et le format qu'ils consomment tous les jours sur les réseaux sociaux. Pour les capter, il faut un format, un contenu qui ressemble à ce qu'on voit sur TikTok ou sur Instagram. Et c'est ce qu'on fait sur Will-Be, un format court. On voit que le temps de concentration est de plus en plus restreint. Le temps aussi de décision, si un sujet, une vidéo nous intéresse ou pas, est de plus en plus court. C'est quelques secondes. Donc, il faut absolument s'adapter à ces évolutions. C'est primordial. Et le premier chapitre, vous l'avez intitulé « La pensée préadulte ». Rapidement, c'est quoi là? Donc c'est l'enfant. C'est l'enfant. Voilà. Je l'appelle la pensée préadulte. Mais voilà, pourquoi vous l'appelez comme ça? Alors je l'appelle comme ça pour ne pas vexer les adultes. C'est sympa, merci. D'ailleurs, je pourrais parler de pensée infantile. Ouais. Mais on a tous une part de pensée préadulte qui est très simple à définir. C'est partout où on n'arrive pas à mettre de limites. Donc l'enfance, c'est ça, pas de limites. C'est plein de belles choses comme le jaillissement de la vie, la curiosité, l'étonnement, la joie même. Hein. Sauf que c'est sans limite. Et un adulte, donc, se définit par la capacité à poser des limites et à s'obéir à soi-même. Une autre caractéristique, si je vous ai bien lu, de cette pensée préadulte, c'est aussi que quand l'enfant est confronté à un certain nombre d'angoisses, et vous en avez cité certaines, notamment l'angoisse de mort, la solitude, l'absence de sens, la question des choix à faire, il se crée un monde mental. Oui, circulaire. Circulaire, ça tourne en rond. Mais naturellement, ça tourne en rond, parce qu'un enfant n'a pas à anticiper les choses. Il est guidé en permanence, il possède rien et il demande des autorisations pour tout. C'est quand même une condition. Voilà. Donc ça tourne en rond, tout se répète, et quand bien même on se projette plus tard comme pompier ou pilote de chasse, c'est purement fantasmatique. Alors la pensée adulte maintenant. Alors la pensée adulte, elle est le contraire de ça, c'est-à-dire elle est linéaire. À partir du moment où on a compris qu'on allait mourir un jour, on sait qu'il y a un terme à cette vie et donc c'est linéaire. Et ça, il faut l'accepter pour entrer dans sa vie. Le petit bridge, Élodie, c'est accessible à tous? Oui, tout à fait. C'est le but, mais oui, vraiment. Oui. À partir de 6 ans? À partir de 6 ans, on a même des collègues qui expérimentent dans leur classe de grande section aussi. Wow. Donc, à raison de quoi? D'1 heure par semaine? Comment Alors, c'est variable, oui. L'idéal, c'est d'en faire au moins une séance par semaine pour pouvoir garder les enfants dans l'activité. Mais après, c'est vrai que chacun aussi fait au rythme de ses disponibilités. On est chaud avec Alix, je vous préviens là. On est chaud, on veut apprendre. Ah, c'est très simple. Il ne nous reste plus que 27 minutes, c'est très simple. Parce qu'on a tout à apprendre surtout. Tout à apprendre. On commence par quoi? En fait, il s'agit d'un jeu de cartes, déjà. Jusqu'ici, tout va bien. Voilà. Le petit bridge, il est adapté, donc on n'a que 40 cartes, parce que dans le bridge classique et traditionnel, c'est un jeu de cartes avec, vous connaissez tous, avec 52 cartes. Et pour les enfants de 6 ans, c'est... On met 10 ans à apprendre. Mais voilà, c'est compliqué. Non, en 10 minutes, vous pouvez jouer votre première partie de bridge. Donc c'est très rapide. Très rapide. Et c'est tout simple. On a des cartes, alors des cartes adaptées pour les enfants, voilà, qui sont avec des couleurs. On a du bleu, du jaune, du rouge, du vert. D'accord. Et les cartes vont de 1 à 10, 1 étant la plus faible, 10 étant la plus forte. C'était le Zap. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Shirley, d'avoir été avec nous. On vous retrouve la semaine prochaine. Exactement. Merci aussi à toute l'équipe en régie. À la réalisation, aujourd'hui, c'est Romain Luc. Au son, c'est Louise Merlin. Le maquillage, Laure Eudemont. Emma Ferré et Laura Girard à la rédaction. Bonne soirée à tous et à demain. Ciao.